grande joie dans la vie, c'est l'admiration. Les gens sont peu capables d'admiration parce que c'est des cœurs secs et des médiocres même. Les médiocres ne sont pas capables d'admiration. Vraiment, être capable d'admiration, c'est se donner des grandes joies, parce que parler des gens qu'on admire, des gens qu'on aime, ça vous donne un sentiment d'euphorie, d'exister, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Une âme, un cœur généreux dit son admiration, n'est-ce pas? Dit son admiration. J'ai des souvenirs extrêmement précis, puisque j'appartiens à une génération qui était bébé et petit enfant sous l'occupation allemande. Et donc, le 12 août 1944, j'ai eu 8 ans, donc j'ai 8 ans, 8 jours avant la libération de Paris à peu près. Et mes premières expériences de cinéma sont celles de la libération. Et donc, je peux vous dire que le premier film que j'ai vu, c'était Tête de pioche avec Laurel et Hardy, dans un cinéma qui à l'époque était un cinéma qui c'était le Ranelagh, et qui est maintenant tantôt un cinéma, tantôt un théâtre. Ils font beaucoup de choses, mais le Ranelagh existe toujours dans le quartier le plus sinistre de Paris. Mais enfin, le cinéma est une petite lumière dans ce quartier 16e. Les gens qui habitent là devraient se suicider tout de suite, mais enfin, ils résistent apparemment. En tout cas, le cinéma résiste. Donc, j'ai vu, le premier, c'est Tête de pioche. Ensuite, j'ai vu à l'Empire, qui était avenue de Wagram, et qui était un cinéma aussi. Il y a eu aussi du théâtre. J'ai vu aussi les petits chanteurs de Vienne. Enfin, on faisait beaucoup de choses. Et il y avait aussi des combats de boxe. Enfin, c'était des endroits... Et oui, c'était L'Assassin habite au 21. J'ai vu ensuite, il y avait Elsa Poppin, qui est un film complètement cinglé et qui a eu un immense succès, qui se passe dans des studios de télévision et tout, c'est très très amusant. Et puis, et ça m'avait paru difficile, je l'avais revu aussi à l'Empire, c'était le film de Walt Disney où il y a des musiques, comment ça s'appelle, en dessin animé, un dessin animé avec le Mont Chauve, l'apprenti sorcier, tout ça. C'était un film très long, et ensuite je devais aimer la musique classique, j'ai appris à l'aimer, la musique classique, mais enfin, c'était un peu dur. Mais alors, ça c'était les 4 premiers films que j'ai vus dans ma vie, donc à l'âge de 8 ans, parce que le cinéma, tout le monde y allait beaucoup, on allait beaucoup au cinéma. Mais c'était aussi une découverte, j'avais jamais vu un écran, n'est-ce pas? Il n'y avait pas d'écran, il y avait une vieille radio, mais enfin, il n'y avait pas d'écran. Et puis alors, dans un genre, pour revenir un peu à la littérature, parce que je suis écrivain, dans l'ordre du papier, de la lecture, les gens très sérieux lisaient les cahiers du cinéma. Mais je dois dire, surtout quand j'étais plus jeune, donc les cahiers du cinéma, je les ai lus quand j'étais déjà un adolescent un peu plus grand, n'est-ce pas? Mais quand j'étais un petit garçon, à 10, 11 ans, il y avait une revue beaucoup plus intéressante que les cahiers du cinéma, c'était Cinémonde. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas Playboy, et nous étions dans des cours entre garçons. Il n'y avait pas de filles. On avait des amis filles, mais enfin, c'était moins évident. Et donc, Cinémonde était pour la découverte de l'anatomie féminine et des charmes de Vénus, n'est-ce pas? C'était une source de renseignement. Il y avait 2 grandes sources. C'était Cinémonde, où il y avait des filles à poil par toutes les pages. Et en même temps, on parlait de cinéma. Maintenant, Cinémonde, je pense qu'il y a des cinéphiles qui vont chercher sur les quais les vieux numéros de Cinémonde. C'est quand même toute l'histoire du cinéma est là. Et c'était moins difficile, moins abstru que les cahiers du cinéma. Truffaut devait avoir 10 ou 15 ans de plus que moi, mais quand je vois les 400 coups, avec ces 2 petits garçons, ces 2 jeunes garçons qui sont tout le temps à sécher l'école pour aller au cinéma, eh bien moi, 12 à 15 ans après, je ne sais pas la différence, n'est-ce pas? Je pense que Truffaut, c'est un film assez autobiographique. Mais moi, eh bien, avec, disons, la génération suivante, qui était la mienne, c'était la même chose aussi. J'étais toujours dans les cinémas. C'était l'époque où on pouvait faire 3 cinémas de suite. Si on séchait même, ou pas forcément les jours où on séchait à l'école. Parfois, on ne séchait pas à l'école tout le temps, j'étais plutôt un bon élève. Mais par exemple, le jeudi, à l'époque, c'était le jeudi, on avait vacances, le jeudi après-midi, maintenant c'est mercredi. À Paris, les petits garçons et les petites filles, c'était le jeudi. Eh bien, on faisait une séance.
sur les Champs-Élysées ou bien au quartier latin, on faisait 3 films de suite. Et d'ailleurs, c'était ensuite à la Cinémathèque, c'était ça. Quand on est à la Cinémathèque, on faisait les 3 films de suite. Au terminal, j'ai découvert la Cinémathèque qui était rue de Hulmain. Alors là, c'était une toute petite pièce. On descendait un escalier. C'est un bâtiment qui se trouve entre, vous voyez, il y a un truc, il y a l'église du Liban, il y a un centre libanais, c'est la rue d'Île qui va vers, quand on va vers le Panthéon, on laisse l'école normale, on produit sur le trottoir, et puis là, il y a une espèce d'institut qui doit toujours exister, un truc, je ne sais pas ce que c'était, enfin c'était là, la Cinémathèque, qui n'a rien à voir avec la Cinémathèque de Chaillot, et ensuite, ni rien avec celle qui est actuellement là dans le 12e arrondissement. Mais c'était une petite cinémathèque pour initier, c'était un petit peu comme le MacMahon, on descendait dans un sous-sol, on payait 1 franc et 1 centime, c'était symbolique, c'était absolument dérisoire, et on s'asseyait là, surtout on se battait pour être au premier rang, et on rentrait là-dedans, on faisait presque le signe de croix, parce que c'était vraiment, c'était pas on ne parlait pas. C'était un culte presque. C'était un culte, ah oui. D'ailleurs, ce qui m'a frappé à Chaillot, c'est qu'il y avait des gens qui parlaient dans la salle. Je me suis dit, on n'est pas à la Cinémathèque, c'est pas on ne parle pas quand on est à la Cinémathèque. Et là, j'ai vu des choses extraordinaires. Le premier vraiment choc, si je puis dire cinéphile, entre guillemets, ça s'est passé, je devais avoir 10 ans, une chose comme ça, c'était au MacMahon, et c'était, alors ça a été une double découverte d'un metteur en scène et d'un acteur. C'était Les 5 secrets du désert de Billy Wilder, où Erich von Stroheim joue le rôle de Rommel. Voilà. Là, j'ai découvert un metteur en scène que j'allais ensuite, au fur et à mesure que les années passaient, découvrir de plus en plus avec toujours plus d'admiration, et aussi un acteur. Et alors ensuite, j'ai vu, dès que j'ai pu voir les films où jouait Erich von Stroheim, que ce soit Le disparu de Saint-Agile, ou bien Macao, Enfer du jeu, enfin tous ces films maintenant, ça m'enchantait, je l'admirais beaucoup, mais ce n'est que un peu plus tard, quand j'avais peut-être 13-14 ans, que j'ai rencontré et admiré infiniment, encore plus, le Stroheim. À l'époque, quand je l'ai vu, quand j'ai vu, par exemple, Les 5 secrets du désert, je ne l'avais pas compris, je ne savais pas, et personne ne me le disait, que Stroheim avait été aussi et surtout un immense metteur en scène, n'est-ce pas? Notamment avec Les Rapaces. Et surtout, alors, oui, Les Rapaces, mais je pense surtout à Folie de femme. Et Folie de femme a été pour moi déterminant, parce que là, il y a un personnage de séducteur, un peu escroc, un peu aventurier, russe, exilé, n'est-ce pas? Moi, je suis né dans une famille d'émigrés russes, de Russes blancs, et je me suis, à 12-13 ans, identifié à ce personnage qui s'appelle Karamzine. Et je dois dire que, encore aujourd'hui, j'ai une de mes amies qui a été une des femmes que j'ai le plus aimée au monde et avec laquelle je suis toujours très lié, même si nous ne sommes plus amants, mais nous sommes amis, ce qui est aussi agréable. On ne peut pas toujours se fâcher avec toutes ses ex. Parfois, c'est bien de garder des liens avec ses ex. Eh bien, qui m'appelle Karamzine, n'est-ce pas? Donc, c'est un de mes surnoms. J'ai d'autres surnoms, mais celui-là, c'est Karamzine. Et j'ai vu aussi alors un film que j'ai jamais revu depuis, qui est un film dans son genre assez extraordinaire, qui s'est donné. Ils avaient fait une semaine du cinéma allemand, et notamment du cinéma nazi. Et j'ai vu un film assez extraordinaire, qui a une certaine beauté plastique, qui s'appelle Le jeune hitlérien Quex de Steinhoff, et qui était un film de propagande. Bon, c'était nazi, ça aurait pu les films de propagande soviétique, c'était à peu près le même genre, n'est-ce pas? Et c'était assez folklore, mais c'était un film qui avait une beauté esthétique incontestable. Et alors, il y avait un film aussi, un film dont tout le monde rêvait à l'époque, que personne n'avait vu en Europe, et que pas beaucoup de gens avaient vu aussi aux États-Unis, c'était Le garçon aux cheveux verts de Losey. Et alors, je dois dire qu'on a tellement rêvé de ce garçon aux cheveux verts de Losey que quand le film est sorti plusieurs années après, peut-être parce que nous étions moins jeunes et que
je ne dirais pas que ça n'a pas déçu, je ne peux pas être déçu par l'oser, mais disons que c'était moins extraordinaire, moins fabuleux que... C'est un très beau film, mais disons qu'on avait tellement attendu que ça... Voilà. Mais quand même, le grand endroit, c'était le McMahon. Moi, j'étais un McMahonien en culotte courte, et le McMahon, c'était là où j'ai découvert de Nicolas Ray à Kilgore, à Walsh, à Minelli, enfin toutes ces... C'est vraiment au McMahon que j'ai appris à les découvrir, à les aimer. Et je dois dire que quand j'ai fait mon service militaire, quand j'étais incorporé, c'était entre 59 et 61, je me suis tout de suite lié d'amitié. J'ai eu la chance d'avoir un caporal qui était arrivé 2 mois disons l'incorporation de 2 mois avant, qui s'appelait Daniel Palas. Et Daniel Palas était un McMahonien, et Daniel, si Daniel avait, il était sans doute la personne en France qui connaissait mieux la comédie américaine, justement. Et il aurait fait un livre, il était ensuite instituteur, il a fini comme directeur de l'école de la rue Chaumel, près de l'hôtel Lutetia, à Sèvres-Babylone. Il est mort très jeune, c'est moi qui ai prononcé son éloge funèbre à l'église Saint-Germain-des-Prés. C'était très émouvant parce qu'il y avait tous ses élèves. L'église était pleine d'enfants des classes actuelles, puis des années précédentes, c'était très émouvant. C'était un garçon délicieux, un type absolument exquis. On peut le voir, il a un petit rôle dans Adieu les enfants de Louis Malle, dans un restaurant. Et c'était un garçon tout à fait formidable. Et alors on emmenait nos camarades de l'AG, on allait comme en pèlerinage, on n'allait pas à Lourdes, mais nous allions voir Moonfleet. Alors on allait au McMahon, et on allait voir le Moonfleet de Fritz Lang. Alors là aussi, c'était absolument le summum du... On pouvait avoir crapahuté, été dans la merde le matin, à lancer des grenades, à faire les conneries qu'on fait au service militaire qui ne servent absolument à rien. Mais alors, quand le lendemain, on allait voir Moonfleet au McMahon, c'était formidable. Et puis, le Yvan le Terrible d'Eisenstein, que n'aimaient pas les McMahoniens. J'avais des discussions parce que les McMahoniens, ça leur paraissait déjà un tout petit peu trop un télo, un petit peu, c'est un peu un film à thèse, n'est-ce pas? Donc voilà. Mais moi, j'étais plus souple, que j'étais pas un McMahonien strict, j'étais un McMahonien hérétique. Oh, c'est mon enfance. Et très vite, j'ai été un cinglé de cinéma, j'ai été un zinzin d'Hollywood, comme on disait, il y avait le zinzin d'Hollywood. Il y avait même à un moment, j'ai vécu dans une rue près du Jardin de Luxembourg qui s'appelait la rue des Ursulines, elle s'appelle toujours la rue des Ursulines, et il y avait un magasin de cinéma, une librairie de cinéma, où on achetait des livres, on achetait des affiches, des photos, qui s'appelait le zinzin d'Hollywood. Vous savez comme moi que certains metteurs en scène de Hollywood, lorsqu'ils ont appris qu'à Paris, il y avait des cinéphiles qui faisaient des tests sur eux, qui phosphoraient sur eux, ils étaient très surpris, parce qu'eux, ils faisaient du cinéma un peu à la... vous voyez, de manière cavalière. Oui, à la buona, n'est-ce pas, d'une manière cavalière, si vous voulez, absolument. Donc, voilà. D'ailleurs, vous êtes assez, je pense, vous portez un regard assez ironique, voire assez acerbe, sur les cinéphiles intellectuels qui font beaucoup de gloses sur le cinéma. Pour vous, j'ai l'impression que le cinéma est un objet de réflexion, mais c'est surtout un objet de plaisir. Un plaisir, de sensation, avec parfois des rencontres qui peuvent me bouleverser, certains personnages qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, qui peuvent me marquer. Ah, le cinéma muet, je me souviens d'une conférence, est-ce que c'était à la Cinémathèque ou à la Sorbonne, je ne sais plus, il y a très longtemps, mais je me souviens avoir vu Orson Welles venu nous expliquer que le grand drame du cinéma, ça avait été l'abandon du muet pour la parole et du noir et blanc pour la couleur, n'est-ce pas? Donc, moi, un de mes films préférés, c'est le Casanova de Volkov, sublime film muet, n'est-ce pas? Non, je pense, ou alors Buster Keaton, n'est-ce pas? Buster Keaton, qui n'a pas besoin de paroles, ou les premiers Charlots, enfin tout ça, non, oui. Le cinéma, moi qui vous disais qu'il n'aimait pas le cinéma des écrivains ratés, vous pensez bien que j'aime le muet. Certains personnages de cinéma m'ont autant marqué que ont pu marquer des personnages de romans.
le cinéma, je pense, alors je pourrais vous citer le Karamzin de Folie de femme de Stroheim, mais je pourrais vous citer le Lassner des Enfants du Paradis de Carnet. Je dois dire que je pourrais vous réciter par cœur des répliques de Lassner, et je pense que un certain regard que j'ai sur la société, disons, un peu pessimisme est un mot, pessimiste, disons un certain regard. Après, mes lecteurs savent de quoi je parle, et ceux qui ne m'ont pas lu, ils iront lire pour découvrir. Eh bien, je le dois beaucoup à Byron, au Manfred de Byron, qui est aussi un personnage, mais à ces personnages très byroniens que sont un Lassner, le Lassner de Carnet, ou le Karamzin de Stroheim, où il y a comme ça des personnages qui sont un peu à l'écart de la société, qui sont en rupture avec la société, et toujours avec distance ironique. Une distance avec un regard un peu ironique, une sorte de détachement un peu désespéré. Disons un désespoir surmonté, si on veut. Une sorte de désespoir surmonté. Ce que je n'aime pas du tout, puisque là j'ai parlé de ce que j'aime, ce que je n'aime pas du tout, et ça je l'ai souvent écrit, c'est les cinéastes écrivains ratés. Je crois très sérieusement que je n'aime, je crois rien du tout, mais je n'aime au cinéma que ce que je ne peux pas faire moi avec un stylo et du papier blanc. J'aime bien dans le cinéma que ce qui est spécifiquement cinématographique, qui est hétérogène à la littérature. Et quelque chose que ni Flaubert, ni Proust, ni Joyce, ni Tolstoï, ni vous, ni moi, ni personne ne peut faire avec un stylo. Donc quelque chose qui est... et ces cinéastes, justement, que j'ai appris à aimer, notamment Hugh McMahon, tous ces grands cinéastes américains, de la comédie américaine notamment, c'est cela, c'est vraiment du spectacle. L'un d'entre eux, comme je suis devant des spécialistes, je ne vais pas dire de bêtises, car je me suis plus... Est-ce que c'est Walsh? Est-ce que c'est Fritz Lang? Ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Vous demanderez ça à mon excellent ami Alfred Ebel. Celui qui disait, le cinéma, c'est montrer quelqu'un qui arrive à une porte, qui tourne à la poignée de la porte, qui rentre dans la porte et qui referme la porte. C'est le mouvement. Et d'ailleurs, un de mes excellents amis, Michel Mourlet, qui était lui aussi un éminent macmahonien, a écrit des choses tout à fait éclairantes là-dessus, n'est-ce pas? Et c'est vrai, c'est la vérité. Je n'aime pas les gens qui filment, des gens dans un salon comme celui où nous sommes actuellement, ou sur une plage, et une fille ou un garçon qui filment, on les filme discutant de la fidélité dans le couple, ou bien de l'existence de Dieu. Non, ça c'est des enculages de mouches à la Marivaux qui m'embêtent au cinéma. Je peux apprécier ça chez Marivaux, chez Musset, et même moi, je veux dire, un écrivain, lui, peut montrer dans un salon des gens qui discutent de l'existence de Dieu. Moi, j'adore dans les romans les discussions métaphysiques, et même dans mon premier roman, L'Archimandrite, il y en a trop, il y a trop de dialogues à la russe, n'est-ce pas, où les gens discutent de l'existence de Dieu, de l'avenir, etc., de l'humanité, enfin, des questions éternelles, comme dit Alyosha Karamazov, n'est-ce pas, les questions éternelles. Mais au cinéma, non, c'est pas ça le cinéma. Oui, donc je peux aussi aimer un cinéma, disons, avec une beauté, disons, littéraire, de réflexion. C'est pas simplement... Je n'aime pas que les films de cap et d'épée, n'est-ce pas, où on passe son temps, où D'Artagnan ouvre une porte et que Athos la referme. Non, non. Mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je pense que les cinéastes qui parlent beaucoup, un cinéma philosophique, un cinéma de réplique, un cinéma très brillant, littéraire, on peut dire,
il y en a un que j'aime beaucoup, c'est celui de Sacha Guitry. Sacha Guitry. Alors là, mais Sacha Guitry il joue le jeu, car ça, souvent, Sacha Guitry, c'est du théâtre filmé. Hein, il annonce la couleur. Bon, un film comme Ils étaient 9 célibataires, avec une pléiade, n'est-ce pas, des choses. Saturnin Fabre, qui dit il mange un sucre. Hein. Oh, Saturnin Fabre, extraordinaire. Ou Désiré fait du théâtre filmé, mais c'est délicieux. Hein. Ah oui, Désiré, oui. Il y a des films que je trouve. Celui qui me vient le premier à l'esprit, c'est La mort à Venise de Visconti. Bon, il y a de grandes infidélités à la nouvelle, enfin au court roman ou à la nouvelle, comme vous voulez, qui est La mort à Venise de Thomas Mann. Mais je trouve que Visconti, vraiment, c'est un très très beau film et qui ne peut que servir la gloire de Thomas Mann et servir Thomas Mann et servir le livre, n'est-ce pas? La Société des gens de lettres avait fait un procès qui avait adapté, en le situant à notre époque, les liaisons dangereuses. C'était une des premières. C'était pas Vadim, mais c'est quelqu'un de cette génération à peu près, puisque je dirais ça doit dater de 54, 55, etc. Je ne me souviens plus. La Société des gens de lettres avait fait un procès. C'est pour vous dire que quand même, ils avaient encore à l'époque une puissance d'indignation. Il y a eu 2 adaptations de Lolita, et la deuxième, qui n'a pas eu l'éclat de celle de Kubrick, je la trouve très supérieure. Parce que, oui, je la trouve très supérieure parce que on sent la douleur on sent la douleur. Il exprime vraiment le personnage de l'intérieur avec une douleur, avec une tension, une brûlure, une déchirure. Il y a une scène où enfin il se retrouve, un vers se retrouve dans une chambre d'hôtel avec celle qu'il rêve de tenir dans ses bras depuis, on peut dire presque depuis 2 ans, en fait, parce qu'il a mis du temps avant d'arriver à ses fins. Mais il se trouve qu'à l'époque, j'en ai fait un roman, Harrison Plaza, et un tome de mon journal intime qui s'appelle La prunelle de mes yeux, qui est paru chez Gallimard, donc c'est de public. Mais enfin, je vivais à l'époque une très grande passion avec une fille qui s'appelait Vanessa et qui avait 14 ans. Et nous sommes allés le voir. Et le film de Kubrick, que je n'avais pas vu lorsqu'il était sorti, parce qu'il était déjà sorti, mais et je suis allé le voir, nous sommes allés le voir dans ce cinéma qui est près du Bonaparte, près de la rue Guillaume Apollinaire. Et on se donnait des coups de coude dans la salle, parce que ça nous paraissait presque un peu ridicule parfois, parce que, notamment, oui, alors je dis, dans cette scène, enfin, il est trop... Puis il descend, et au lieu de le prendre dans ses bras et d'être un peu heureux, il descend, il la laisse tout seul dans sa chambre et il va discuter avec un type, etc. Tout ça, c'est hallucinant. Enfin, je veux dire, ou alors Kubrick n'a jamais été amoureux. Mais enfin, je veux dire, ça se passe pas comme ça dans la vie, n'est-ce pas? Alors là, je suis extrêmement sévère. Je ne vais pas les voir en général. Pour les films souvent américains, surtout américains, adaptant les Trois Mousquetaires, qui sont des adaptations des Trois Mousquetaires. Qui est un roman qui est quand même un de vos romans. Parce que les Trois Mousquetaires, 20 ans après, sont vraiment des romans essentiels. Et je dois dire que réduire ce roman qui est profond, Athos est un peu comme d'ailleurs comme Edmond Dantès dans le Comte de Monte Cristo. Ce sont des héros byroniens sombres qui ont un lourd secret, n'est-ce pas? Son mariage avec Milady, la future Milady, etc., là, qu'il croit avoir pendu, tout. Il y a un côté romantique, désespéré, aussi, de désespoir surmonté pour en venir. Vous voyez, mon univers est très, très... et que je trouve que c'est de faire de ces 4 hommes, Aramis aussi est un personnage très profond, etc. Bon, celui qui paraît un peu superficiel, c'est Porthos, mais même le snobisme de Porthos et son côté baron de Pierrefonds, de Bracieux, de je ne sais quoi, et on peut aussi en faire un personnage. Proust a bien fait, il a montré des snobs, et il les a montrés avec beaucoup de finesse, n'est-ce pas? On peut, c'est pas... Et là, c'est souvent c'est des brailleurs, c'est même pas la prendre des agrières, ce sont des professeurs d'escrime, alors c'est des cavalcades, etc. Il y a aussi cette partie-là. Mais réduire les Trois Mousquetaires à ça prouve de rien avoir compris. Et là, ça serait des cas où la Société des gens de lettres, n'est-ce pas, bien que les droits de Dumas sont dans le domaine public, pourraient aussi intervenir. Non, mais il se garde bien. Bon, vous pensez bien c'était les combats d'arrière-garde, ça. Si le film donne ensuite envie
à des jeunes filles, à des jeunes gens de rentrer dans une librairie et d'acheter le roman, c'est merveilleux. Il y a quand même Stendhal, je pense que la Chartreuse de Parme, il y avait il y avait eu un beau film, n'est-ce pas, je pense que dans les années 50, en France, on a fait des adaptations sérieuses. Oui, même pensons aussi à la Madame Bovary de Vicente Minelli, qui est très bien. Enfin, oui, il a saisi tout en... C'est une belle infidèle, mais c'est un film très fin. Un vrai cinéphile, je ne sais pas si je suis un vrai cinéphile, en tout cas c'est mon cas, j'ai toujours eu des relations amoureuses avec les acteurs que j'admire. Amoureuses, c'est-à-dire d'amour, de tendresse, etc. Un jour j'étais chez Lippe, à l'époque j'habitais pendant 3 ans dans un petit hôtel qui est aujourd'hui disparu, un petit hôtel 2 étoiles pour Saint-Germain qui était à côté de Lippe. Et donc j'étais là très souvent et je déjeunais avec un de mes amis qui est Bertrand Boulin, qui est mort très jeune, qui est le fils du ministre assassiné, ou suicidé, sans doute assassiné. Laissons planer, ça pourrait faire un film, ça d'ailleurs, je dis par parenthèse. Quoi qu'il en soit, j'étais avec Bertrand, et il me dit, à maman, est-ce que tu as vu qui s'est assis à côté de toi? Il me chuchote. Et moi, tu sais, dans une brasserie, il y a du bruit, moi j'étais sur la banquette, il était assis, et je regarde, Lorraine Bacal. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'étais à côté de Lorraine Bacal. C'était, je peux vous dire, puisque j'ai vécu dans cet hôtel entre 87 et disons 90 pendant 3 ans, donc c'est à la fin des années 80. Donc elle avait plus de 70 ans, peut-être plus de 75 ans à l'époque, d'une beauté fatale. Elle avait toujours, bon, elle était une vieille dame peut-être, mais elle avait toujours ce beau yeux, ce beau profil, cette élégance aristocratique inouïe qu'elle avait. Et j'aime tellement Lorraine Bacal, j'aime tellement Humphrey Bogart que c'était pour moi un moment absolument extraordinaire. Et je dois dire que quand j'ai appris la mort, par exemple, de Cary Grant, mais j'ai pas pleuré, mais enfin j'étais d'une tristesse. J'étais à Venise quand j'ai appris la mort de Cary Grant. Ou de James Stewart, qui est des acteurs que j'admire, que j'admirais. C'était comme si... il y a des gens de ma famille, vous savez que je suis, si vous m'avez un peu lu, vous savez que je ne suis pas très famille, mais je pense c'est ça ma vraie famille, si je puis dire. C'est les gens que j'admire, que j'aime, etc., plus que la famille officielle, la famille d'état civil, où on peut avoir de très bons rapports avec les gens de sa famille. Mais enfin, la vraie famille, c'est quand même la famille spirituelle. Il y a un montage de films qui s'appelle « Les étoiles ne meurent jamais », où il y a Blanchard, Pierre Blanchard dans Crime et Châtiment, hein. Il y a Harry Bor, il y a Louis Salou. Alors, parmi les gens qui m'ont beaucoup marqué aussi, c'est dans un film, c'est dans Les Amants de Vérone, de Kayat, je crois, n'est-ce pas? Je crois que c'est le dernier film qui a eu le privilège d'avoir les dialogues de Prévert, n'est-ce pas? Et alors, il y a 2 personnages qui sont des personnages noirs, et d'ailleurs assez antipathiques, je dois dire, qui sont le procureur, enfin l'ancien juge, joué par Louis Salou. Alors Louis Salou est un acteur que j'admire infiniment. Louis Salou est vraiment un dieu pour moi. Comment s'appelle-t-il, ce type qui joue le rôle d'un officier fasciste qui a été blessé, est un peu dingue, il est en haut, ça se passe dans une Venise complètement décadente des années après la guerre, quoi, n'est-ce pas, une Venise en noir et blanc. Et, comment s'appelle cet acteur, vous allez me dire, il est là, il regarde la poule, il a une mitraille, il crie « pourriture, pourriture ». C'est j'ai vu ça quand j'avais 15 ans, ça m'a fait, ou 16 ans, enfin pas plus quel âge j'avais, mais en tout cas ça m'a fait une impression absolument extraordinaire. C'est cet acteur très, très drôle, qui joue en général des rôles comiques, et qui joue un rôle assez important et plutôt comique dans La règle du jeu de Renoir. Vous voyez... Dario, voilà. Oui. Dalio, c'est Dalio. Oh, Dalio, extraordinaire. Ou Carrette dans le film de Renoir, la grande illusion. Oui, avec le duo entre et Dalio qui joue dans Shanghai Express. Shanghai Express, Shanghai Express. Avec Victor Mathieu. Victor Mathieu.
d'acteur mature dans un film sur biblique où il criait Dalai Là, Dalai Là. Et alors, les acteurs avaient des montres. Ils n'avaient pas des Rolex, mais ils avaient des montres. Alors après, ils se sont rendus compte trop tard. Il y a des acteurs qui avaient oublié, enfin des figurants, peut-être pas les acteurs principaux, les figurants avaient des montres. Dalai Là, n'est-ce pas? C'était, comment elle s'appelait, celle qui jouait aussi ce rôle. Parce qu'il y a aussi des films. Par exemple, il y a un film qu'on voit pas souvent, qui était Les Espions de Clouzot, que j'ai vu, je me souviens, en bas des Champs-Élysées, il y a un cinéma qui a disparu qui s'appelait Le Paris. Et alors, il y avait Peter Ustinov qui était extraordinaire. Ah, Peter Ustinov est un acteur que j'aime beaucoup aussi, qui était un... Ah oui. Mais on a un lien avec les acteurs. Et je dois dire que l'autre jour, dans un restaurant où j'ai vu arriver Belmondo et j'ai été ému, d'abord heureux parce qu'il a bien récupéré, n'est-ce pas, par rapport à l'accident de santé très grave qu'il a eu. Il est bien, il est toujours un beau sourire, toujours cette espèce de présence solaire. Ça m'a fait vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir parce que quelqu'un que j'admire beaucoup en tant que spectateur, je ne le connais pas personnellement, mais c'est vraiment... Encore que je faisais des retraites avec Alfred Ebel, nous allions perdre nos kilos surnuméraires à Cran-sur-Sierre. Il en avait plus besoin que moi d'ailleurs, mais enfin... à Cran-sur-Sierre, chez notre ami Christian Cambusa, dont j'ai fait un personnage des romans que j'ai appelé Cristobal de Cahuzac. Mais enfin, Christian Cambusa, nous allions maigrir chez Christian Cambusa. Il y avait aussi l'Infante d'Espagne, il y avait Jean-Marie Le Pen, qui lui aussi en avait plus besoin que moi. Mais enfin, donc on a lié des amitiés là-bas. Il y avait Guy Béard, il y avait Johnny Hallyday. Enfin, c'était assez amusant comme société. Et alors, à l'époque, nous étions à Cran-sur-Sierre, à l'hôtel du Golfe, n'est-ce pas? Mon voisin de chambre dans l'hôtel, c'était Belmondo qui était venu skier, parce que les gens venaient pour skier, peu de gens venaient pour maigrir, n'est-ce pas? Il fallait être Alfred Ebel, il faut des Mac Mahonien qui allaient maigrir là-bas, ou Jean-Marie Le Pen, mais enfin, les gens normaux allaient faire du ski là-bas. Et Belmondo faisait... Et alors, parfois, on se retrouvait dans l'ascenseur, et on montait. Et il disait toujours... Allons-y, allons-y, n'est-ce pas? Clin d'œil cinéphile qui me ravissait évidemment, n'est-ce pas? Je ne suis absolument pas voyeur et je pense que la suggestion pour un cinéaste, d'ailleurs comme pour un écrivain, en tout cas certainement pour un cinéaste, la suggestion est plus forte que l'expression naturaliste de la chose. C'est vrai pour l'érotisme. Je n'ai aucun plaisir assis dans une salle de cinéma de voir des gens se faire des câlins de manière un peu trop appuyés pendant trop longtemps. Ça me fatigue, je ne suis absolument pas voyeur. Et je donne un exemple qui relève de la même chose. Je me souviens du Jugement des flèches de Samuel Fuller. Eh bien, à la fin, on comprend qu'il y a le méchant qui est puni, finalement, ça se termine bien, est puni il va être écorché vif par les... Eh bien, la facilité, ça serait de mettre de l'hémoglobine et de montrer un acteur qu'on écorche vif avec des hurlements absolument épouvantables. Eh bien, là, on n'entend rien, n'est-ce pas? On ne voit rien. C'est une des faiblesses d'ailleurs, si je puis dire, si je peux me permettre de parler comme ça d'un grand maître. On faisait allusion à Roubliov, une des faiblesses de Tarkovsky, mais il était un jeune cinéaste, peut-être quand Fuller a tourné le Jugement d'une flèche, c'était un vieux monsieur, n'est-ce pas? Peut-être que Tarkovsky aurait fait ça différemment 20 ans après. Il y a des scènes de torture, notamment comme le Tartare fait boire de la poix fondue, enfin des choses atroces, dans le monsieur qui est je ne me rappelle plus, il y a un laïc dans une église, voilà, enfin bref, il y a un type avec des hurlements épouvantables, ou les types à qui on crève les yeux, tout ça. Il vaut mieux, c'est plus fort de suggérer. Et je pense qu'il y a des films, les films qui donnent plus de tension érotique sont des films qui, à l'image, sont chastes. Montrer des gens qui font des galipettes dans les lits, il y a des films qui sont à la limite du ridicule, n'est-ce pas? Il y avait, ou qu'on voit trop des gens comme ça faire l'amour au cinéma, ça n'a vraiment... C'est comme l'hémoglobine, quoi. Je trouve ça assez vulgaire et ça n'a aucun intérêt.
Ah, Nouvelle Vague, c'est mon adolescence. Hein. La Nouvelle Vague, moi je lisais, le mercredi, il y avait un hebdomadaire qui s'appelait Art, et il y avait des gens très très brillants qui écrivaient dedans, et dont Truffaut, qui a assassiné. Alors, moi, comme j'étais macmahonien, ça ne me touchait pas directement, mais enfin, ça m'amusait plutôt, mais d'une manière assez injuste, enfin excessive, de voir Truffaut assassiner Duvivier, assassiner Autant Lara, Clouseau, tous ces gens-là de cette génération. Il a regretté après. Il a dit que lorsqu'il est passé de l'autre côté de la caméra, il s'est rendu compte que c'était beaucoup plus difficile qu'il imaginait lorsqu'il était un jeune critique insolent, n'est-ce pas, et qui voulait tuer le père, comme dirait le docteur Freud, n'est-ce pas, il voulait tuer le père. Mais il ne les a pas tout à fait tués parce qu'ils sont quand même bien vivants, les pères. Donc la Nouvelle Vague, c'était Jane Birkin vendant le Herald Tribune. Ce n'est pas Jane Birkin qui vend le Herald Tribune, c'est la merveilleuse Jean Seberg. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez dit Jane Birkin. Ah, c'est un lapsus lingué. Un lapsus lingué, évidemment. C'est Jane Seberg, la merveilleuse Seberg qui vend le Herald Tribune. Et puis Belmont le Haut, il y a une scène hier qui se passe au MacMahon, dans un bout de souffle, n'est-ce pas, où figure, je crois, mon ami Palace. On le voit dans la foule, je crois. Oui, j'aime beaucoup de tous ces messieurs. J'ai beaucoup d'admiration pour certains films de Godard, d'autres m'ennuient. J'ai horreur de m'ennuyer dans la vie. C'est une des choses que me suis toujours efforcé de ne jamais m'ennuyer, n'est-ce pas? Juste ce qu'il faut pour écrire quelques jolies phrases sur l'ennui, mais tout juste ce qu'il faut pour écrire deux ou trois jolies phrases. Mais sinon, je ne vais pas m'ennuyer. Mais c'est Chabrol. J'aime beaucoup le cinéma de Chabrol. J'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour Chabrol, même dans des petits films qu'il a fait pour la télévision, comme, comment ça s'appelait, L'inspecteur, je ne sais pas quoi, avec... Lavardin, avec le sublime... Jean Poiret. Avec le sublime Poiret, n'est-ce pas? Oui, non, mais la Nouvelle Vague, ça a été un rajeunissement, une espèce de... Et puis alors on sortait de la guerre d'Algérie, on avait besoin d'autre chose, n'est-ce pas? Il y avait de rapidité, de choix, d'insolence. Ça reste une époque très importante. Et je ne sais pas quel est le jugement que portent aujourd'hui les jeunes cinéastes sur ceux de la Nouvelle Vague. Je ne sais pas si est-ce qu'il est... Je crois que ça reste quand même comme énergie. Voilà, comme énergie, voilà. Vous avez dit le mot juste, comme énergie, absolument. Même s'ils sont infidèles, ils le sont beaucoup plus dans l'esprit de la Nouvelle Vague. Ils sont du côté de l'esprit et pas de la lettre, en quelque sorte. Dans un de mes... Dans les Lèvres menteuses, je crois, vous avez des pages très, très dures, et même très drôles d'ailleurs aussi, sur Éric Rohmer, dont vous vous moquez un peu. Cher ami, non, cher ami, c'est un roman, et comme... d'une part, Éric Rohmer, quand j'ai publié ce roman en l'an 2000, était encore en vie, et que je suis très très lié d'amitié avec son frère cadet, qui est le philosophe René Scherrer. Dans mon roman, et d'ailleurs c'est un roman, il ne s'appelle, il y a un personnage qui s'appelle Tuller. Oui. Et vous savez pourquoi Tuller? C'est parce que la ville natale, la ville des frères Scherrer, parce que Éric Rohmer s'appelait Scherrer. Les frères René et son frère, le cinéaste, étaient des bourgeois de la bonne bourgeoisie de Tulle, n'est-ce pas? Et alors Rohmer est devenu Tuller. Et donc je suis un petit peu sévère pour Rohmer. En fait, il y a des films de Rohmer que j'aime beaucoup. Son film médiéval, c'est Lancelot, Perceval. C'est Perceval. C'est Perceval, on ne parle pas beaucoup. Il y a des épées qui sont en train de partir qui font un bruit, le bruitage de Perceval est très bien. Non, il y a des choses que j'aime chez Rohmer, j'ai beaucoup de considération pour Rohmer. Mais vous savez que ce que je dis ça, ça avait l'air péjoratif. En réalité, j'ai assisté, il n'y a pas longtemps, je sais pas, il y a quelques années, mais c'était après la mort de Rohmer, donc c'était, je sais pas, il y a peut-être 3 ans, 4 ans, et j'avais été invité à la Cinémathèque. Je pense d'ailleurs que c'est Ariel Dombal qui avait dit, qui m'a invité, parce qu'elle était là avec Bernard-Henri Lévy et René Scherrer, et c'était un hommage à Éric Rohmer. Il y avait le directeur de la Cinémathèque, il y avait d'autres personnes qui ont parlé, et ils ont même montré que Rohmer voulait être romancier,
et qu'il a même eu des ébauches de romans, et qui ne s'est tourné vers cinéma que quand il a senti qu'il n'avait pas de style, enfin qu'il n'était pas... qu'il n'avait pas des dons de plume, n'est-ce pas? Donc, Romer, il accepterait, s'il était encore vivant, et il serait peut-être pas très content du ton sur lequel je parle de son côté écrivain manqué, mais ça correspond à la réalité, c'est pas une invention que j'ai. Bergman, je dois dire que des films, soit un film léger et qui est drôle aussi parfois, comme Sourire d'une nuit d'été, qui m'a aussi beaucoup troublé. Quand je l'ai vu, je vais avoir 17 ans, quelque chose comme ça, 16 ans, 17 ans. Ça m'a beaucoup troublé, même, je pourrais dire, érotiquement troublé. C'est un film, une grande sensualité. Puis les filles étaient très troublantes. Et, ou bien des films plus graves, soit Le Septième Saut, que je trouve magnifique, que je ne crois pas, que je n'ai pas vu depuis longtemps. Parfois, vous avez, un de mes amis qui l'a vu m'a dit « Oh, tu sais, ça a vieilli ». Mais je ne crois pas. Moi, je pense que si je le revois demain, je serai aussi ému que quand je l'ai vu la première fois. Je ne crois pas que ça ait vieilli. Et aussi un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché, c'est Les Fraises sauvages. Je pense que c'est un des plus beaux films, je l'ai vu quand j'étais jeune, mais c'est un des plus beaux films sur la vieillesse et sur l'acceptation de la vieillesse qui soit. Peut-être que si je le revoyais maintenant, je ne sais pas, mais il y a longtemps, je n'ai pas vu. D'ailleurs, les Bergman, il n'y a pas tellement des rétrospectives Bergman. Pourtant, à Paris, j'habite sur la rive gauche, dans un quartier privilégié, entre l'Action Christine, l'Action École, la rue Champollion, tout ça. Il y a beaucoup de cinémas qui ont fermé, mais il y en a quand même quelques-uns qui restent. Je ne trouve pas que Bergman soit tellement fêté. Mais enfin, il existe, enfin, c'est pas quelqu'un qui est oublié. J'ai vu les premiers Bergman à la Cinémathèque, et alors, il n'y avait pas c'était en VO évidemment, il n'y avait pas les sous-titres. C'était des versions qui n'étaient pas encore sous-titrées parce que ce n'était pas encore passé dans les cinémas. Ensuite, c'est au Studio des Ursulines qu'elle s'est jouée pour la première fois. Le Studio des Ursulines qui était couplé avec un grand cinéma des Champs-Élysées qui était le Biarritz. Et ils étaient couplés. Ce petit cinéma du quartier latin et ce grand cinéma étaient couplés. C'était les nouveaux films du mercredi paraissaient en même temps dans les deux cinémas. Et c'est là où j'ai vu parfois Le Septième Saut. Mais alors ce qui était assez drôle, c'est que les premiers Bergman, comme c'était en suédois et que c'est quand même pas une langue, il y avait une jeune fille, fort jolie d'ailleurs, il y avait une étudiante suédoise qui était sur la scène et qui nous traduisait en vif, n'est-ce pas, en vif les dialogues. Ce qui était quand même pas, notre compréhension était approximative, parce que d'abord, en plus de ça, les personnages de Bergman parlent beaucoup, les films sont même assez bavards, et donc c'était assez folklore. Et puis il y avait aussi le cinéma italien. Alors je veux dire que Silvana Pampanini chantant Ma cosa fai bellezza in bicicletta, ou bien bon, Sophia Loren, une de ses premières apparitions, elle était déjà très sculpturale. Elle était un peu trop sculpturale pour moi. Enfin, moi, je ne me voyais pas, quand j'ai vu... elle était quand même très imposante, n'est-ce pas? Lollobrigida était plus gracile, moi j'étais plus mon genre. Mais alors une des premières apparitions de Lollobrigida dont je me souviens, c'est dans Miseria e Nobiltà, d'après Misère et Noblesse, avec Totò, parce que je suis j'ai grand admirateur de Totò, j'ai vu tous les films où il a joué, et c'est un acteur que je mets. C'est que lui, il est moins célèbre universellement, il est célébrissime en Italie. Il est adoré en Italie, surtout dans l'Italie du Sud, mais aussi tous les Italiens adorent Totò. Mais il n'a pas, apparemment, enfin peut-être que je me trompe, j'espère que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'a pas la gloire universelle, mondiale, qu'ont les Marx Brothers, ou qu'a Buster Keaton, ou voilà, ou même Jacques Tati. Totò est un aussi grand comédien que Charlot, que Buster Keaton ou que les Marx Brothers. Il a, comme on dit toujours, il a parfois tourné avec des metteurs en scène. Il a beaucoup tourné, un peu comme dans un autre genre, Galabru, que j'ai connu un petit peu, qui était un homme charmant.
m'expliquait qu'il refusait pas des films. Donc il a fait souvent des films qu'on dirait de série B ou même série C. Mais il aimait jouer d'abord, et puis il fallait faire bouillir la marmite, il fallait payer les impôts. Il avait peut-être fait un grand film l'année précédente, mais il fallait faire un film pour payer les impôts l'année précédente. C'est comme ça, vous connaissez comme moi les acteurs, c'est un petit peu ça. On ne peut pas toujours tomber sur un immense metteur en scène avec un scénario génial, etc. Donc Toto était un peu comme ça. Il avait été très pauvre pendant une grande partie de sa vie, et voilà, donc il a... Et puis alors il avait un tel don improvisé. En plus c'est une autre époque. Hideo Rizzi, j'ai beaucoup d'admiration pour Hideo Rizzi, et notamment des films pour Monicelli aussi, Hideo Rizzi, Ettore Scola. Alors Ettore Scola, je tiens, lorsque Ettore Scola est mort il n'y a pas très longtemps, j'ai vu beaucoup j'étais en Italie à ce moment-là, et dans la presse italienne, il y avait des pages et des pages, et j'ai acheté un petit peu tous les journaux pour voir ce que les journaux de droite, de gauche, etc. disaient, et j'ai lu aussi certains journaux français, et j'ai été un peu surpris qu'il y avait un film. Alors, certains ont donné ces grands films, etc. Je n'ai quasiment jamais vu citer un film que je tiens pour un des plus beaux films d'Ettore Scola, qui est La Cena, en français, on doit traduire ça le dîner, ou je sais pas, la cena, c'est un dîner, quoi. Ça se passe dans un restaurant. Alors, il y a une unité de lieu et même une unité de temps. C'est un film très classique. Et c'est un film assez extraordinaire, car chaque table, c'est un restaurant, une sorte de trattoria sympathique, bien, mais avec des tables un peu à l'écart, comme il n'y a qu'à Paris. Il n'y a qu'à Paris où les tables sont collées les unes contre les autres, n'est-ce pas, même dans des restaurants assez chers, qui se veulent des bons restaurants, on est collé comme on le serait dans un bistrot d'étudiants. Donc on est à midi qu'on va manger un truc dans un bistrot d'étudiants de quartier, c'est normal qu'on soit collés les uns contre les autres. Mais là, dans des restaurants qui se veulent élégants, c'est un diplomate italien en poste à Paris qui me dit, mais c'était tellement scandaleux ces restaurants du 7e arrondissement où les ambassades sont, où ils allaient. Il me dit, on entend les conversations des autres et tout. En Italie, donc, même en Italie, ils ne cherchent pas à gagner de la place. En France, on fait ça pour gagner de la place, pour avoir 3 tables de plus. En Italie, même dans les petits trattorias modestes, il y a toujours de la place, c'est rare, il y a personne, c'est une tradition. Donc, dans ce film, La Cena de Ettore Scola, c'est chaque histoire. Chaque table a son histoire, des choses très très diverses, et c'est extraordinaire. Extraordinaire, c'est admirablement bien fait. Je l'ai trouvé même pour ma part plus, je le verrai, je pourrais le voir 10 fois. Alors il y a deux films qui sont des films collectifs, donc on voit en même temps 5 ou 6 grands cinéastes en même temps, c'est tout bellef, comme on dit. C'est les monstres et les nouveaux monstres, monstres et les nouveaux monstres. Je dois dire que Gassman, dans le rôle du cardinal qui vient dans la paroisse avec le curé communiste, n'est-ce pas, c'est absolument un numéro extraordinaire. Et alors, Alberto Sordi qui joue toujours des Romains un peu du peuple, un peu vulgaire, un petit peu... vous savez, le type qui ramasse un blessé et qui, là, brusquement, il joue, c'est une création, lui qui est grand, etc. Il est là, il ressemble, il a perdu 20 cm, il est comme ça, et il joue le rôle d'un aristocrate extrêmement snob, très riche et très décadent, etc. Et qui, quand il va essayer de remettre un blessé à tous ces hôpitaux qui les refusent, c'est absolument, mais c'est des moments. J'avais été... il y avait une soirée, la revue, parce que c'est pas les Européens, donc comment ça s'appelait cette revue? Une revue très, très branchée, comme on dit. Et il avait fait une soirée autour de moi à la Pagode. Et un petit peu en mon honneur, parce que je ne sais plus pour quelle publication que j'avais faite. Il m'avait demandé de présenter un film. Et j'avais choisi I Nuovi Mostri, n'est-ce pas? Et la salle, j'avais des amis italiens qui ne connaissaient pas ce film. Et ils étaient des gens, des amis italiens, des journalistes italiens en poste à Paris, et un ami diplomate à l'ambassade d'Italie. Ils étaient absolument, ils ne les connaissaient pas, bizarrement. Et ils étaient absolument enchantés. Non, mais ça, c'est des films... C'est des films qui font... C'est vraiment formidable, formidable. Il y a... bon, c'est vrai, la grande époque du cinéma, la comédie italienne, mais je pense que dans les jeunes cinéastes, il y a ou les nouveaux cinéastes,
il y a des gens de... Sorrentino, j'ai beaucoup de... et Tony Servillo, moi je suis allé, je l'ai vu à Naples, il est un immense acteur de théâtre, j'ai eu grand plaisir, une pièce de Pirandello, n'est-ce pas, une pièce de Pirandello, je l'ai vu à Naples, il jouait en napolitain, c'était absolument passionnant, mais alors... il est certain que La Grande des Bellettes, ça a été un film qui m'a beaucoup, beaucoup touché. Ah, il y a aussi un film dans ce domaine. Alors là, c'est plus un film sur l'ennui. D'après moi, c'est le plus beau film sur l'ennui, qui est un chef-d'œuvre absolu. Et c'est un des premiers films de Fellini qui sont les Vitelloni, n'est-ce pas? Dieu aussi, bon, Amarcord, qu'il a tourné 30 ou 40 ans plus tard, est un film d'accomplissement. C'est les Vitelloni en plus développé, c'est à bout d'une vie, n'est-ce pas? Je dirais pas c'est le même film, mais enfin c'est... Mais je trouve que Les Vitelloni, dans sa simplicité, est un film absolument sur ces jeunes gens désœuvrés. Et puis, vous vous rappelez cette scène quand Alberto Sordi, n'est-ce pas, ils sont dans une voiture, et puis ils passent à côté d'ouvriers qui réparent une route, et au moment où ils passent dans leur voiture de décapotable, Alberto Sordi leur fait le geste de l'ombrello. Lavoratori! Et alors, à ce moment-là, 2 minutes plus tard, la voiture s'arrête et les types qui voient la voiture qui est en panne, qui tombe en panne, leur courent après, n'est-ce pas? Et Alberto Sordi crie « Sono socialista !» Ça lui fout le camp en criant « Sono socialista !» C'est tout à fait Monsieur Hollande, n'est-ce pas? C'était absolument... c'est formidable, ça. Non. Ah non, Les Vitelloni, c'est un film... j'aime beaucoup. Alors voilà, Fellini était quelqu'un, que ce soit le Satyricon, enfin tout ce qui... tout 8,5, enfin, il y a des films... Même le Casanova de... Ah oui, le Casanova m'a... Contrairement à certains qui n'ont pas aimé, moi j'ai beaucoup aimé le Casanova, et notamment... j'ai beaucoup aimé le Casanova de Fellini, et notamment la fin quand il était au château de Dux, oui. Et ça c'est tout à fait autobiographique, si je puis dire. Enfin, c'est vraiment Casanova. C'est lorsqu'il est là dans ce château, il a été célèbre, il est complètement tombé dans l'oubli, et là il est dans un salon, et le comte de Waldstein lui dit « Mais ici nous avons mon ami Casanova ». Il était bibliothécaire, mais Waldstein le considérait quand même, il ne le traitait pas comme un domestique. Il va vous réciter... Mais alors, il y a des jeunes filles, des jeunes gens qui sont là, de la bonne société, qui savent absolument pas qui est Casanova, ou qui s'en fichent. Même si on leur a dit c'est quelqu'un qui s'en fiche complètement, ils commencent à leur réciter l'Arioste, mais un peu à l'ancienne, d'une manière très, très comme ça, très lyrique, et les gens ricanent, etc. C'est ce qu'il a vécu. Non, la vieillesse, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon journal, je sais que je l'avais vu une fois tout seul. Je l'ai vu plusieurs fois, ce film, mais la première fois je l'ai vu tout seul, dans cinéma sur les Champs-Élysées. Je rentrais de voyage, je l'ai vu et ça m'a fait une très 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 forte impression. Ça m'a fait une impression assez douloureuse. Oui. Non, ce qui est un peu déconcerté, c'est que Fellini a donné des interviews où il disait « mais je déteste ces personnages, il est ridicule, etc. » Mais je ne sais, d'abord, c'est les propos qu'on lui prête. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, parce qu'en fait, je trouve mais Casanova lui-même se moque un peu de lui-même parfois. Casanova lui-même se regarde un peu vivre, et parfois plein d'auto-ironie, heureusement, parce que tu es un homme d'esprit. Tous les gens d'esprit peuvent se moquer d'eux-mêmes. Il faut être le premier à se moquer de soi-même et ne pas se prendre au sérieux. Mais Casanova ne se prenait pas au sérieux. Les gens qui se prennent au sérieux sont toujours des écrivains, des cinéastes ou des peintres de second ordre, n'est-ce pas? C'est pas les gens qui se prennent au sérieux et qui pontifient, etc., c'est vraiment insupportable. Non, donc Fellini a eu des paroles un petit peu... Peut-être qu'à la fin du film, il était un peu fatigué de son personnage. Il avait beaucoup vécu avec lui, il était peut-être un peu fatigué. Ah non, c'est quand même c'est un film magnifique. Je voudrais évoquer très rapidement des films qui m'ont extrêmement marqué, qui sont Yvan le Terrible d'Eisenstein, extraordinaire, les deux parties, très très important. C'est un film qui m'a fait la plus forte impression et que j'ai vu très jeune. Et aussi des films, c'est des films qu'on ne voit plus jamais. C'était c'était l'enfance de Gorky,
En gagnant mon pain et mes universités. Et le premier qui était tourné à Nijni Novgorod et qui était tourné avant que, encore la fin de la... C'était après la Révolution. Mais enfin, Nijni Novgorod était encore la Nijni Novgorod du 19e siècle ou du début du 20e siècle. C'était pas encore devenu la ville bétonnée à la stalinienne. Enfin, donc c'était dans son jus. Et j'ai vu... le premier film qu'on a vu, c'était Roubliov. Tarkovsky avait trompé la censure soviétique en disant qu'il faisait un film sur le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Donc c'était un film historique sur le Moyen-Âge. Et c'est pour ça que les... Et en fait, évidemment, c'était une métaphore de la société soviétique. Les iconographes à qui on crève les yeux, le monsieur de l'église à qui on arrache la langue, enfin, toutes c'était évidemment une métaphore des persécutions contre que les écrivains, disons, la censure que subissaient les écrivains, les peintres, voilà, les soviétiques. Mais c'est passé comme ça. Après, ils se sont rendus compte que c'était trop tard parce que le film était devenu très célèbre en Occident, ils ne pouvaient plus rien faire. Mais je pense peut-être qu'en Union soviétique, il y a des chutes, peut-être que cette version restaurée sera plus longue que celle qu'on a connue. Ça, il faudrait demander au fils de Tarkovsky, où il y a des gens qui s'occupent de son œuvre. Peut-être, c'est pas impossible, puisque ça peut arriver qu'au montage, on laisse tomber des choses, soit volontairement, soit à cause d'une censure. Donc peut-être ces chutes existent. En tout cas, oui, on sentait un réveil évident de la vie spirituelle, de la vie intérieure, et donc c'est un film qui était terrible. Et, vous savez, il y a eu comme 70 ans de dictature idéologique, enfin un régime totalitaire qui a eu aussi et ce qui est très émouvant dans la fin du film de ce Roubliov, c'était le petit fondeur de cloches. Il dit mon père ne m'a pas transmis le secret c'est un film que je n'ai pas vu depuis 20 ans, donc c'est un peu vague dans mon esprit, mais à la fin, il y a ce jeune garçon qui retrouve le secret des cloches, bien que ça ne lui a pas été transmis. Et ça aussi, c'est une métaphore des efforts que le régime soviétique a tenté de faire, de couper le peuple russe de ses racines spirituelles, notamment religieuses, esthétiques, et de le lobotomiser, un peu de sorte. Et finalement, après 70 ans, on a vu la Renaissance, cette Renaissance religieuse qui commence ça lui mettra du temps. Hein. Après 70 ans comme ça, ça se fait pas en 10 ans, ni même en 20 ans. Mais enfin, ils retrouvent des choses dont on avait voulu les couper, n'est-ce pas? Il devait venir, je me souviens, c'était Toscan du Plantier qui avait fait une grande soirée en haut, au Publicis, là, en haut des Champs-Élysées. C'était le Miroir, je crois. Et on attendait Tarkovsky qui devait venir pour cette soirée, puis il n'a pas eu de visa. Enfin, il n'a pas eu le droit de venir. C'était pas clair, mais enfin, on a compris qu'il n'a pas eu le visa, que c'était volontaire, qu'il n'était pas venu. Et après, j'aurais pu peut-être le rencontrer à Rome. Et puis, ça s'est pas fait, parce que moi, je partais en Asie, et c'était le... Oui, en fait, voilà, ça s'est pas fait. C'était le Figaro Magazine qui avait eu l'idée de me faire rencontrer à Rome. Et à l'époque, Tarkovsky était parti à Rome. Il vivait à Rome, en exil. C'était son premier exil, je crois que c'était en Italie. Et voilà, ça s'est pas fait. Mais enfin, j'ai vu ses films, et l'essentiel, un artiste, il faut le voir dans son œuvre. Une langue qu'on ne parle pas, c'est pas comme le vélo, ça s'oublie. Et ça fait 20 ans que j'ai jamais... Et je suis retourné, j'ai été invité en 2010, pour des raisons... Bon, pourquoi j'étais invité, je ne sais rien, mais j'étais invité avec Villepin. Nous avons été invités par Tarkovsky et son frère... Konchalovsky et Mikhail. Et donc on a été reçus à Pétersbourg, on a été à l'hôtel, enfin on a été reçus comme des rois. Et là je me suis rendu compte, comme ces dernières années j'ai beaucoup vécu en Italie, que en fait j'ai jamais été bilingue, comme certains gens de ma génération russes sont bilingues. Bilingue
il ne parle pas un très bon russe, il ne parle pas un très bon français. C'est toujours un peu difficile. Mais bilingue quand même. Et en général, ils sont devenus des agrégés de russe, etc. Ils sont tous professeurs à l'université. Et moi, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 mois. Donc, j'ai jamais vu mon père et ma mère dans une même pièce. Et donc, j'ai été un enfant ballotté. Et puis, à l'époque, l'immigration russe des Blancs, c'était vraiment c'était très ballotté. Hein. Les gens étaient... Enfin, c'était très difficile. Et donc, j'ai eu une enfance pas très heureuse, pour dire la vérité. Donc, bon, je parlais russe, mais enfin, donc, il n'y avait pas... Les familles russes à Paris, c'est quand les familles étaient très unies, on disait... Tolk à la maison, tolk pas russe. À la maison, on ne parle que russe. Au lycée, au collège, on parle français, mais à la maison, on parle russe. Moi, comme j'ai été comme ça élevé à droite et à gauche, j'ai pas eu cette... Mais après, je parlais russe. Mon ex-femme, Tatiana, parlait, elle, très bien russe. On parlait russe, je parlais russe. Jusqu'à la mort de ma mère, j'ai parlé russe avec elle pour lui faire plaisir, etc. Donc, et puis alors, les 2 fois, j'ai lu un soviétique, je me débrouillais bien. Mais là, c'était dans les années... Et donc, en 2010... Je me suis rendu compte que quand j'étais à la salle à manger de son petit hôtel qui est juste en face de Saint-Isaac, l'hôtel le plus bel, Astoria, enfin le plus bel hôtel, un des plus beaux hôtels de Saint-Pétersbourg, et quand je demandais un verre, c'était pas le mot stakan qui veut dire verre qui me venait, c'est le mot bicchiere, qui est le même mot en italien. Donc j'arrivais à parler aux garçons en italien. Donc, je me disais, mais ça m'énerve de... J'avais sur le bout de la langue, comme tout à l'heure, j'avais tel nom de réalisateur sur le bout de la langue, et donc c'était un petit peu énervant. Si j'allais en Russie pendant 6 mois, que je ne vois que des Russes, et que je me force à relire, je pense que ça reviendrait, mais Vous lisez quand même le cyrillique pour vous... Ah oui, oui. De temps en temps, j'achète... Bon, si, il y a des auteurs très faciles à lire, que, par exemple, les Tourgueniev, Tolstoï sont des auteurs qui... Pour des gens débutants, c'est des phrases. Les auteurs difficiles, c'est Gogol et Dostoïevski, parce que alors là, c'est des phrases, c'est assez embrouillé. Hein, Gogol, sans parler de Nabokov. Oui, sans parler de Nabokov, oui. Mais qui a surtout écrit en anglais. Évidemment. Ouais. Je connaissais Hergé sa connaissance en 64. J'avais encore publié aucun livre, puisque mon premier livre a paru en 65. Et tout de suite, il m'a accordé son amitié, sa sympathie, on a beaucoup. Et donc, je le voyais souvent à Paris, quand il venait à Paris, mais je ne l'avais jamais vu à Bruxelles. Et la première fois que je suis allé à Bruxelles, c'était en 72, en 72, comme on dit à Bruxelles, donc disons en 72. Et ce jour-là, pour la première fois, donc je me souviens très bien, c'était l'époque où il préparait Tintin chez les Picaros. Et il m'a montré, on est allé dans les studios Hergé, il m'a montré les planches qu'il préparait de ce livre mystérieux que tout le monde attendait. Et après, j'ai déjeuné chez lui avec sa future femme, Fanny, la belle Fanny. Et j'étais là comme... Et à un moment, il y avait... Alors, son vin préféré, c'était le château La Lagune, un grand Bordeaux, La Lagune. Et alors, quand on m'offre du bon vin, n'est-ce pas, Bon, et alors il y avait son valet de chambre qui était là, qui est resté jusqu'à sa mort, et qui avait versé, et moi j'avais déjà bien bu, et alors le valet de chambre arrive avec la veille, et je lui dis une larme, un soupçon. Et brusquement, je me suis trouvé comme projeté dans une vignette de l'Étoile mystérieuse. Je revois le capitaine Haddock disant au capitaine Chester, qui lui dit, c'est vrai que tu es le président de la Ligue des marins anti-alcooliques, n'est-ce pas? Alors, Doc dit, oui, mais donne-moi un verre, finalement, il se fait un verre de whisky comme ça. Et brusquement, être chez Hergé et brusquement m'incorporer à son monde, ça a été pour un tintinophile comme moi, ça a été la joie suprême, une joie absolument ineffable. Comme être assis à côté de la reine Bacchale chez Lippe, n'est-ce pas? C'est des moments comme ça magiques. Oh, son épitaphe, cher ami. Quel serait son dernier mot? Son dernier mot. C'est peut-être une question un peu genre de lettres. Non, ça serait coupé. Non, je sais pas. Non, mais ça serait terrible. Ça serait terrible. C'est comme... ça ferait la même douleur que quand j'ai appris que Palmyre, que j'adore, où j'étais avec Jacqueline Deroux, mon ex-femme Tatiana et fille de Saint-Robert, nous avons vécu à Palmyre des mamans enchantées. Voilà. Ou quand on a fait Nietzsche en 86, fin janvier 86, j'ai appris que la Fenice à Venise avait brûlé. C'est des moments de douleur
alors si le cinéma n'existait plus, mais c'est comme on pourrait dire que si un jour tous les livres n'existeront plus, un jour tout cessera d'exister, un jour la terre sautera comme une écorce, et à ce moment-là, tous les livres, ceux des autres que j'aime, et les miens, et tous les tableaux qui sont au Louvre, ou au Prado, ou à Florence, ou n'importe où, tout ça, ça va disparaître, la terre va fondre comme de la cire, et puis toute cette beauté, elle a disparu. C'est comme la mort, vous me posez la question, c'est qu'est-ce qu'on peut dire après la mort d'un être aimé, ou si la beauté disparaît, si l'amour disparaît, eh bien, écoutez, tant pis. Je veux dire, vous savez, il faut... vous savez, moi, je pense, si Dieu n'existe pas, ben, tant pis pour lui. Les gens qui ont cru en Dieu sur terre et qui ont eu leur vie enrichie par cette croyance, par les gens qui ont fait les hymnes de l'Église, les gens qui ont peint les icônes et les tableaux religieux, et les gens qui ont bâti les cathédrales, ils ont bien eu raison d'y croire. Si Dieu n'existe pas à la fin, si qu'après il n'y a plus rien, on aura eu une vie plus riche et plus belle d'y croire, n'est-ce pas? Donc cette foi en la beauté, en l'amour, personne ne peut nous la retirer, n'est-ce pas? C'est comme tout à l'heure, à un moment, on a fait une petite pause, on peut le dire au public, on a bu une bonne petite bouteille de vin, eh bien, c'est une bouteille que les Boches n'auront pas. Personne ne peut, même le bon Dieu lui-même ne peut pas faire qu'on ne l'a pas vu, cette petite bouteille, cette bonne petite bouteille. Eh bien, nos bonheurs, nos joies, nos admirations, nos enthousiasmes, ils sont acquis à jamais. C'est des moments de bonheur, des moments où on s'est dépassé nous-mêmes, que nous avons eus, et c'est acquis à jamais, quoi qu'il arrive. Parfait. Super. Merci. C'était excellent. Vraiment, on est vraiment ravis. Vous savez, une des grandes joies dans la vie, c'est l'admiration. Et à Paris, les gens rencontraient tellement de gens dans nos milieux littéraires, artistiques, les écrivains, les journalistes, les peintres, les gens, bref, le milieu des intellos, disons. Là. Les gens sont peu capables d'admiration parce que c'est des cœurs secs et des médiocres même. Les médiocres ne sont pas capables d'admiration. Vraiment, être capable d'admiration, c'est se donner des grandes joies, parce que parler des gens qu'on admire, des gens qu'on aime, mais ça vous donne un sentiment d'euphorie, d'exister, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Vous avez été d'ailleurs un homme d'admiration, parce que certains vous reprochent, assez bêtement d'ailleurs, puisque vous écrivez comme beaucoup d'écrivains sur vous et sur votre vie, mais un égocentrisme. Gabriel Matzneff, c'est un homme qui tourne autour de son nombril. Mais vous avez écrit Maître et complice. Tous vos livres, et notamment votre journal. J'ai écrit la diététique de Lord Byron. Voilà. Je n'ai jamais eu de grand plaisir qu'à rendre hommage. Et puis, dès l'instant, un journal, vous savez, le journal intime de Stendhal aussi, il tourne autour de son nombril. Et les confessions de Saint-Augustin, il parle de Saint-Augustin, enfin du futur Saint-Augustin. Enfin, je veux dire, et Montaigne, enfin, je veux dire, tout ça. Dans votre journal même, votre journal est plein d'exercices d'admiration. Et puis je parle des autres, je parle des gens que j'aime, soit d'amitié, soit d'amour. Je ne suis pas là avec mon nombril. Non, moi je suis un homme tout à fait tourné vers l'extérieur. Et ce que j'aime, c'est les rencontres. Ce qu'il y a de plus beau dans la vie, c'est les rencontres, qu'elles soient esthétiques, amicales, amoureuses, mystiques, enfin tout ce que vous voulez. Picasso, célébrissime, etc., vieux monsieur, n'a jamais perdu une occasion de dire ce qu'il devait à Velázquez, à Ingres, à Delacroix, à tous les peintres qu'il admirait. Et il a toujours dit qu'il ne serait pas celui qu'il est devenu sans Ingres, sans Velázquez, n'est-ce pas? Non, mais les grands... une âme, un cœur généreux dit son admiration, n'est-ce pas? Dit son admiration. Oh, il faut absolument... Un peu au-delà du sujet. Fred, oui. Il faut le faire parler. Faites-lui. Si on lui avec Fred, c'est que son médecin lui a interdit de boire de la... Pour ça, il est assez strict. Il n'est pas très... Oui, tant mieux. Eh bien, non, mais alors, il faut absolument, parce qu'il là, il nous a fait tellement rire avec... Il raconte, si vous le faites parler de langue, il raconte des trucs, mais des anecdotes à mourir de rire sur langue. Et
Et Howard Vernon aussi, qui nous a raconté beaucoup aussi, parce que Howard a vécu même avec Lang à Los Angeles, etc. Alfred a été voir Lang aussi. Ah, mais je connaissais très bien. Oui, Je ne sais pas si il le voyait à Paris, en tout cas. Je ne sais pas s'il est allé aux États-Unis le voir. Si. Il a même été invité par Lang. Il raconte cette anecdote incroyable. Le deuxième jour, Lang se tourne vers Alfred. Par contre, j'aimerais bien que vous portiez une cravate bleue. Et donc tout d'un coup, Lang devenait une sorte de dictateur domestique. Ah oui, mais je sais bien que vous leviez plutôt à 9h15. Alors que vous vous levez à 9h30, je préfère que vous vous leviez à 9h15. Ça, c'est quand même extraordinaire. Non, mais avec Alfred, on va aussi se régaler, je pense. Ah oui, ça c'est formidable. C'est relié, alors il faut que tu sois au courant de notre association Exil H. Donc, qui nous permet de faire finalement, c'est ça. Vous l'avez fondé quand, cette association? Alors, on l'a fondée, il y a 2 ans. Il y a 2 ans, après le temps, on a fait plusieurs opérations. Et puis ça s'est fait autour d'Exil, justement, que c'était important, tu vois, l'esprit, H, Exil, etc. Et qui permet justement la vitalité de... Il y a des gens se rencontrer. Des gens se rencontrer, des mémoires. De fil en aiguille, on se dit, bon, on va reprendre un peu, parce que l'idée de filmer, d'ailleurs, c'est sur le cinéma, mais pas seulement, on va faire des entretiens aussi sur la littérature. Oui. Et c'est un peu l'idée aussi de reprendre, même si j'aime pas le mot archive, ce que faisait Dominique avec les archives du XXe siècle. Alors, il nous semble qu'il y a de grands témoins qui ont écrit aussi, et donc leurs œuvres sont là, mais le fait d'aller les rencontrer, de voir leur visage, de les entendre parler, c'est important aussi. C'est ce qu'on a, Dis-moi, imaginé au départ. Pourquoi les archives de Jean-José Marchand ne sont pas plus diffusées à la télévision, dans les salles de cinéma? J'ai fait une fois une entretien avec il y a eu plusieurs choses. J'ai fait un truc avec un ami de mes parents, et que j'étais aussi un ami à moi, qui était un des meilleurs poètes de l'immigration, Georges Adamovitch. On a fait une très grande émission, magnifique. Mais là, ici aussi, tu sais, avec Dominique, on a fait plusieurs. Oui, je sais bien. Il y avait aussi celle sur Boutang aussi. Oui. On a enregistré des gens tout à fait extraordinaires. Mais il a fait un travail. Mais même moi j'avais dit... Là, il y avait Ungaretti qui a été enregistré ici. Ils ont fait aussi des entretiens avec les derniers survivants du dadaïsme, avec Kurt Schwitzer qui vivait encore à Vienne, des gens qui avaient dans les années 60, 85-90 ans. Non mais justement, et d'ailleurs, on s'est d'ailleurs un peu dit ça au départ, que c'était à eux maintenant une génération plus jeune. Très bien. Bien Jacqueline, merci à Jacqueline de son hospitalité. Merci,